recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Voilà, messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale que nous tournons également dans des conditions spéciales et un endroit bien spécial. Il est un homme connu pour sa rigueur. On l'appelle l'homme de la cravate rouge. Il a dirigé les Congos pendant 5 ans comme Premier ministre et 2 ans comme ministre des Finances et 7 ans comme coordonnateur de la BCECO. L'homme a décidé de publier un nouvel ouvrage intitulé « Politique économique dans un pays en développement ». On va essayer de parler en quelques lignes de cet ouvrage. On reviendra également sur l'actualité politique au pays. Vous savez que M. Tshisekedi a demandé un dialogue, mais un dialogue à l'intérieur du pays avec des gens qui ont condamné l'agression et pas avec des gens qui ont laissé entre les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait également partie de cette grande plateforme dirigée par Kabila qui s'appelle Sauvons le Congo. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir pour vous M. Augustin Matata Pogno. M. Matata, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour vous de vous recevoir sur ce plateau. On vous dit grand merci. Vous venez de publier un tout dernier ouvrage. Je voudrais qu'on commence par ça. J'ai eu le temps de les lire un peu. Dès le premier livre, je suis un peu intéressé par vos remerciements. À la fin, le tout dernier paragraphe, vous dites « Toutefois, en dépit des contributions essentielles de chacun, je demeure seul responsable du texte final ainsi publié, après avoir remercié toutes les personnes qui ont publié. » Pourquoi vous vous êtes senti dans l'obligation de prendre autant la paternité de cet ouvrage? Vous avez eu peur que le Congolais croie que vous vous êtes fait aider dans l'écriture? C'est pas évident. Hein. Non, je pense que ce paragraphe, c'est l'essence de la responsabilité, mais aussi l'essence de l'humilité. Parce que il n'est jamais tard de remercier ceux qui vous sont aidés dans la finalisation d'un ouvrage. Et je pense que tout homme scientifiquement élevé doit avoir l'humilité de remercier les uns et les autres qui l'ont aidé dans ce travail. Et c'est ce que je fais. Mais il faut aussi avoir la responsabilité de se sentir in fine comme les derniers redevables quant à toute erreur ou à toute insuffisance. Ah, c'était une manière pour vous d'assumer la responsabilité, en bien ou en mal, de ce qu'il y a dans les livres. Je dois assumer. Moi, j'étais surpris, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il s'est senti dans l'obligation? Non, je dois assumer. Alors, vous parlez de la politique économique, vous les définissez si bien, vous dites que la politique économique est l'ensemble des moyens mis en œuvre par un gouvernement pour réguler ses actions en vue d'amener à la convergence vers un idéal commun de la nation. C'est comme ça que vous le dites. Mais vous dites aussi quelque part que la plupart d'ouvrages sur la question de l'économie politique tournent autour des théories qui sont en déconnexion avec les réalités africaines. Oui. La science, elle reste universelle, M. Matata. J'ai été un peu troublé en lisant les livres, en vous lisant dire que la plupart des théories et des ouvrages sur la question sont en déconnexion. Vous voulez faire une science particulière pour l'Europe et une science particulière pour le Congo et pour l'Afrique. Je dois apporter une certaine nuance. Je n'ai pas dit que tous les ouvrages sont en déconnexion avec ce qui se passe dans le pays en développement. J'ai dit que ces ouvrages, qui sont écrits d'une manière générale par des spécialistes vivant dans les pays développés, ces ouvrages, disais-je, ignorent parfois certaines réalités. Exactement. Vous dites qu'ils sont en déconnexion avec les réalités de pays en développement. Avec certaines réalités. J'ai dit bien certaines réalités. OK. Pourquoi? Parce que lorsque vous écrivez un livre sur les politiques économiques, vous êtes dans un pays où la dédollarisation n'existe plus. Et donc, ces livres de politique économique ne vont pas donner des solutions théoriques. Comment résoudre le problème de la dollarisation de l'économie? Vous le savez très bien, l'économie congolaise, l'économie de votre pays, elle est partiellement dollarisée. L'économie zimbabwéenne est fortement dollarisée. Et donc, quand vous avez des instruments de politiques économiques qui n'intègrent pas cet aspect de dollarisation de l'économie, ils vont se dire que les instruments que vous proposez peuvent ne pas répondre
de manière efficace aux problèmes que rencontrent les pays en développement. Je vais vous donner un autre exemple. La plupart d'ouvrages des politiques économiques, écrits par des grands professeurs occidentaux, ignorent parfois la question du caractère informel de l'économie. Et regardez, vous avez des économies comme celle de la RDC qui peuvent avoir jusqu'à 90% de l'économie qui se trouve dans le secteur informel. Et voyez-vous, lorsque vous essayez d'appliquer les instruments de politique économique sur la partie formelle de l'économie, mais cette partie formelle de l'économie ne représente pas que 10% de l'économie, il va sans dire que ces instruments ne seront pas très efficaces. Voyez-vous? Et donc, l'avantage de ces livres, c'est qu'au-delà des politiques économiques classiques, cet ouvrage permet de donner certaines spécificités. Vous le dites si bien, d'ailleurs, vous dites, malgré les théories classiques, ces livres intègrent donc les spécificités particulières des pays en développement. Donc, voilà. C'est ça la volonté, voilà. D'où la nécessité pour le Congolais, pour le monde entier de les lire. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt complémentarité. D'accord. Je rappelle que l'ouvrage a été préfacé par le professeur François Kabouya Kalala, un grand économiste qu'on voudrait ici saluer. Mais en lisant l'ouvrage, je sens en vous, dans plusieurs paragraphes, cette volonté de dire que la politique économique d'envergure ne peut se faire que lorsque vous mettez en place des réformes. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous expliquez que ces réformes doivent être vigoureuses, risquées et impopulaires. Ça me rappelle justement, vous, Matata, Premier ministre, lorsqu'on nous disait que il y a la bancarisation. Vous pensez que sans ces trois éléments, aucune politique économique d'envergure ne peut être mise en branle dans un pays? Je suis fier de vous le répéter, Perrault, parce que je sais que vous aimez votre pays. Vous aimez le progrès de votre pays. Vous aimez le progrès de vos concitoyens. Je voudrais vous le répéter. Aucun progrès économique durable n'a été obtenu sans réforme. La réforme, c'est quoi? C'est le changement de l'existant qui n'est pas porteur du progrès. La réforme, c'est la nécessité d'améliorer le présent qui ne donne pas le bonheur au peuple. La réforme, c'est le changement au profit de la majorité. Et tous les pays du monde n'ont réussi qu'avec les réformes. Les réformes, Perrault, pour parler de manière triviale, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir le peuple dans la médiocrité. Et dans la médiocrité, généralement, il y a ce qu'on appelle le pécheur à nos troubles. Il y a les profiteurs. Tous ces profiteurs. Il faut pouvoir les sortir de cette jouissance au profit d'eux-mêmes pour les connecter au profit de la majorité. C'est ça justement les risques, c'est ce que vous considérez par risque. Et vous parlez de mesures impopulaires, risquées. Et justement, imaginez-vous, lorsque j'ai bancarisé l'économie, c'est une réforme de taille. Mais j'ai reçu des menaces physiques, des menaces mortelles. Monsieur Matata, essayez de bancariser, nous allons mettre cette ville de Kinshasa à feu à sang et nous allons voir comment vous allez subsister. Tout simplement parce qu'à chaque paye, il y avait ceux qui payaient, les comptables, qui tiraient au minimum 10 millions de dollars par mois. Mais pensez-vous, M. Perrault, quand vous allez bancariser, ceux qui tiraient 10 millions de dollars par mois... Ils ne vont pas vous aimer, ça c'est clair. Ils vont vous aimer. Non, c'est la même chose. Quand j'ai lancé la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, pour mettre fin à l'ICA, mais tous ces opérateurs économiques qui tiraient profit de l'ICA, et ils ont pensé qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Ils m'ont menacé physiquement. Le réforme. Lorsque nous avons créé Congo Airways, mais les opérateurs du secteur privé aérien, mais ils ont tout fait pour que Congo Airways ne soit pas créé. Et regarde aujourd'hui, ils ont réussi. Congo Airways n'existe plus. Et donc, le chemin de l'effort, c'est le chemin du sacrifice. Le chemin des réformes, c'est le chemin des risques. Quand vous prenez toutes les grandes économies, je vous parle de Singapour, Lee Kuan Yew, qui a
porter le flambeau du progrès de ce pays. Le Singapour, c'est 9000 km². Kinshasa, c'est 90 km². Mais regardez, Singapour peut même, avec ses réserves d'échange, acheter toute l'économie congolaise. On en parlera d'ailleurs parce qu'à un moment donné, vous les citez comme modèle lorsque vous comparez le régime politique qui doit être appliqué vous parlez des régimes autoritaires, régimes démocratiques ou plutôt régime, vous comparez avec la Chine. Mais avant d'en arriver là, je l'ai souligné tard la nuit quand j'ai lisé l'ouvrage, j'ai vu que vous avez parlé d'un leadership. Vous insistez là-dessus et vous dites qu'on ne peut pas parler de réforme, on ne peut pas parler d'une politique économique qui tienne s'il n'y a pas un bon leadership. Apparemment, c'est un terme qui vous tient tellement à cœur. Les Congolais vous regardent. Qu'est-ce que vous entendez par leadership? Qu'est-ce que la question de leadership vous a fait pour que vous y soyez aussi attaché au point d'y attacher également des questions économiques, notamment des questions liées à la politique économique du pays? La politique économique, c'est comme un véhicule qui sort un peuple du sous-développement vers le développement. Mais ce véhicule a besoin d'avoir un chauffeur, mais pas d'un chauffard. Un chauffeur, pas un chauffard. Pas un chauffard. Sinon, le chauffeur va amener le véhicule vers un mur. Ben, vous l'avez dit vous-même. Et donc, le chauffeur, c'est le leader qui connaît les secrets de ce véhicule, comment conduire le véhicule. Et le leader, c'est quelqu'un qui a une vision pour son pays. Lee Kuan Yew a une vision pour Singapour. Le général Park a une vision pour la Corée du Sud. Et voyez-vous, le leader, c'est celui qui a une vision. Mais le leader, c'est aussi celui qui définit les objectifs à court terme, à moyen terme, qui rime avec cette vision-là. Et le leader, c'est aussi celui ayant eu la vision et a défini les objectifs immédiats, à court, moyen, long terme, prend des méthodes et des principes de base qui permettent aux hommes et aux femmes de converger vers cette vision-là. Et donc, autant c'est facile de rêver de faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, autant c'est complexe de pouvoir mettre en œuvre un ensemble d'outils, de principes et de valeurs capables de canaliser la force et les énergies de tout un peuple vers l'objectif. Voilà pourquoi, Perrault, quand on vous parle de leadership, le leadership, c'est cette capacité d'un homme à pouvoir fédérer les énergies de toute la population, de pouvoir les conduire vers un objectif commun et de célébrer le bonheur ensemble. Donc pour vous, sans un bon leadership, il n'y a pas de politique économique qui tienne. Donc les deux sont liés. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Les deux sont liés. Pour preuve, la plupart des pays ont des dirigeants. Laissez-moi vous dire, Perrault, ce n'est pas parce que vous êtes président que vous êtes leader. Non, les leaders ne riment pas avec la position. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes leader. Non, ce n'est pas parce que vous êtes président, directeur général d'une entreprise que vous êtes leader. Non, ce n'est pas parce que vous êtes président d'une chaîne de télévision que vous êtes leader. Non, vous êtes manager. Vous êtes leader lorsque vous avez une vision à moyen et long terme. Vous êtes leader lorsque vous partagez votre vision avec l'ensemble de la population. Vous êtes leader lorsque vous visez l'intérêt général et non pas l'intérêt personnel. Vous êtes leader lorsque vous pensez, quand je ne serai plus là, comment le pays va avancer. Vous êtes leader lorsque vous pensez aux générations futures. Vous êtes leader lorsque vous ne vivez pas pour vous-même, pour votre famille et pour votre clan et pour votre tribu. Et regardez la complexité du leadership, Perrault, parce qu'en fait, un leader, c'est un homme qui se coupe de sa famille, mais pour l'ensemble de la population. C'est un homme qui se coupe de lui-même pour l'ensemble de la communauté. C'est un homme qui ne vit pas pour soi-même, il vit pour la communauté, et à travers la communauté, il vit lui-même. Et donc, c'est vraiment une capacité de se projeter au-delà de soi-même tout en restant soi-même.
Matata Pogno, je suis resté sur ma soif en lisant l'ouvrage parce que vous avez posé une question, mais à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Heureusement que vous êtes là, j'espère que vous trouverez des réponses. Lorsque vous développez sur le leadership, quand vous faites ce mariage entre la politique économique et le leadership, vous posez la question du régime qui peut amener à une politique monétaire, plutôt économique, qui amène un pays à se développer. Vous dites par exemple, faut-il un régime autoritaire? Vous l'avez bien parlé. Vous citez par exemple Singapour, Kwame Yu, ou la Corée du Nord avec le général Park Chung. Vous posez aussi la question, faut-il un régime communiste fort comme la Chine de Mao Tse-tung? D'ailleurs, là, je vous poserai la question après parce que j'ai vu que vous avez relativisé suffisamment le socialisme chinois en disant qu'il y a une dose aujourd'hui du libéralisme en Chine. On reviendra là-dessus. Et vous opposez à ces deux régimes le troisième régime qui est le régime démocratique à l'occidental. Mais le problème, c'est que vous nous laissez sous notre soif. Dans le livre, il n'y a pas de réponse. Vous posez la question vous-même, quel est alors le meilleur régime pour amener une bonne politique économique? Vous ne répondez pas à la question, Matata. Je réponds à la question. Allez-y, moi je ne l'ai pas vu dans l'ouvrage. Je n'ai pas dormi toute la nuit en train de lire l'ouvrage, je n'ai pas vu la réponse. C'est ça le bénéfice de ces livres, Perrault. Quel est le régime qu'il faille pour une meilleure politique économique? C'est un exercice intellectuel qui permet de trouver la réponse. En effet, les gens pensaient qu'il n'y a que le régime démocratique qui est à mesure d'apporter le bonheur au peuple. Abraham Lincoln, quand il disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, voyez-vous. Et beaucoup de gens ont cru qu'il n'y a que le régime démocratique qui peut amener au progrès, en référence notamment aux États-Unis, à l'Europe ici, on est en France, en Belgique. À l'Europe, ainsi de suite. Mais vous avez aujourd'hui un régime socialiste, le régime chinois, où il n'y a pas la démocratie, où il y a la prédominance d'un parti, le parti au pouvoir en Chine. Et on sait comment ils sont élus. Mais ce n'est pas une démocratie. Les fameux partis communistes chinois. Voilà. Mais j'ai répondu à cette question, Perrault, c'est le leadership. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un régime démocratique, vous pouvez être dans un régime socialiste, communiste, mais lorsque vous avez des leaders qui ont une vision et qui travaillent pour le peuple, non pas pour eux-mêmes. Mais regardez la RDC, c'est un pays, entre guillemets, démocratique. Mais regarde les dirigeants, ils travaillent au profit d'eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas le régime démocratique, c'est même un semblant de démocratie. Mais lorsque vous avez un régime communiste, un régime socialiste, comme vous l'avez, le modèle chinois, mais où les dirigeants ont une vision. Ils ont une vision de savoir que, conformément à ceux qui ont créé le pouvoir, les Grecs, et on dit la politique, ce n'est pas l'endroit pour s'enrichir. La politique, c'est un endroit pour enrichir le peuple. Politis. Le mot politique vient du mot grec politis. La gestion de la cité au profit des habitants de la cité. Mais vous avez, dans la plupart des cas des pays en développement, qu'ils soient dans un régime démocratique ou dans un régime socialiste, vous avez des gens qui ne sont pas des leaders, qui sont des dirigeants. Donc pour vous, le leadership est plus important que le régime. Un dictateur peut bien développer son pays. Attention. Parce que vous évoquez le régime autoritaire de Singapour, les régimes autoritaires de la Corée du Sud. Vous comparez avec le communisme fort de la Chine. Vous l'avez d'ailleurs relativisé. Je voudrais que vous répondiez un peu quand vous dites aujourd'hui, je l'ai noté, quand vous dites que avec une dose avérée du libéralisme, oui. Vous pensez qu'aujourd'hui les Chinois se cachent entre ces communismes. En réalité, c'est un pays libéral aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur Perrault, et c'est là, je vous appelle à l'élévation spirituelle et intellectuelle, mais aussi philosophique. Quand je parle d'un régime autoritaire, il faut faire la différence entre un régime autoritaire et un régime dictatorial. Un régime dictatorial, comme nous en avons aujourd'hui en RDC, c'est un régime qui est au profit d'un individu, de sa famille, de sa tribu. Vous comprenez? C'est ça le régime dictatorial. Un régime démocratique, c'est un régime du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voyez-vous, les dirigeants sont élus démocratiquement. Et les dirigeants travaillent pour le bénéfice du peuple.
Un régime autoritaire. C'est un régime qui exerce le pouvoir par la force pour faire changer les choses. Vous comprenez? Et le régime autoritaire a deux dimensions. Il y a un régime autoritaire à caractère dictatorial, on le fait pour soi-même. Il y a un régime autoritaire au profit du peuple, comme celui qui a été exercé en Singapour et à la Corée du Sud. Vous comprenez? Donc, un régime autoritaire pour faire changer les choses. Pero, ce que vous faites dans votre chaîne, c'est de l'autoritarisme. Vous essayez de faire bouger les choses, mais au profit du peuple. Vous comprenez? Le travail que vous faites, vous essayez de briser les lignes. Vous essayez de sortir des sentiers battus. Parce que, imaginez-vous, Pero, si quelqu'un a été habitué à voler, mais pour l'arrêter de voler, mais il faut faire changer les choses. Et c'est ce que j'ai fait, la bancarisation. Ça, c'est de l'autoritarisme, vous comprenez? Donc, il y a un autoritarisme au profit du peuple. Ça, ce n'est pas la dictature. Pour preuve, la Corée du Sud aujourd'hui, elle est ce qu'elle est à cause d'un régime autoritaire, mais au profit de la majorité. Singapour est ce qu'il est aujourd'hui à cause d'un régime autoritarisme au profit des Singapouriens. La Chine, parce que vous voulez qu'on en devienne, la Chine, c'est un régime socialisme, mais avec des méthodes de promotion de l'économie. Voilà, une dose de libéralisme qui essaie de la dose. Voilà, une dose qui essaie de promouvoir l'efficience et l'efficacité. Et la Chine, à cause de cette dose d'efficience, à cause de cette dose d'efficacité, arrive à créer une économie qui devient aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. Mais c'est du socialisme, ce n'est pas du capitalisme. Vous comprenez? Et donc, le leadership, regarde le président Xi Jinping aujourd'hui. Il a changé la constitution, mais le peuple chinois a accepté. Pourquoi? Parce que le peuple chinois se retrouve. Le gouvernement chinois, qui est un gouvernement social, travaille pour le peuple. Les Chinois s'enrichissent. Les Chinois progressent. Mais lorsque vous avez des régimes socialistes qui travaillent pour leur peuple, pour eux-mêmes, mais ils ne progressent pas. Il y a une autre contradiction, j'allais pas de la contradiction, mais là aussi, vous m'avez laissé sur ma soif. Lorsque vous terminez la question des régimes, vous revenez sur la question des priorités quant à la question des financements des politiques, politiques économiques. Vous dites qu'il y a deux tendances qui s'opposent. Faut-il prioriser le financement des infrastructures des bases ou faut-il prioriser l'investissement dans le capital humain? Et là aussi, j'ai comme l'impression que le livre me laisse sous ma soif parce que je n'ai pas trouvé des réponses claires, M. Matata Ponyo. La politique économique la meilleure est-elle celle qui fait une sorte de priorité au capital humain ou plutôt celle qui met l'accent sur le développement des infrastructures? Mais justement, Pero, je vous invite à une élévation spirituelle parce que sincèrement, moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais les deux ne peuvent pas s'opposer. Je ne vois pas l'un sans l'autre. Ça ne s'oppose pas, mais c'est complémentaire. Laissez-moi vous dire que c'est complémentaire. Pourquoi? Le capital humain, c'est le capital le plus important, qui apporte même le capital physique. Pourquoi est-ce que le capital humain est important? Parce que le capital humain permet de créer des revenus pour pouvoir créer des infrastructures. Je pense, à mon avis, que nous devons plutôt encourager le capital humain. Je vous donne un exemple. Vous avez $1 million américains. $1 million américains pour pouvoir construire une route. Mais vous avez $1 million américains pour pouvoir créer des ingénieurs qui ont des valeurs. Vous comprenez? Et $1 million investis dans le capital humain, les ingénieurs, des médecins, des juristes, mais qui ont des valeurs. Qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là vont travailler pour créer des revenus qui vont pouvoir générer d'autres millions de dollars capables de construire des routes. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Qu'est-ce qui arrive, M. Pero? Lorsque vous prenez les $1 million, vous l'investissez dans la construction d'une route, d'une école, d'un hôpital. Mais il manque des hommes et des femmes capables d'entretenir cet hôpital, d'entretenir cette route, d'entretenir cette école. Conséquence, c'est que les équipements périssent. Je suis censé comprendre quoi? Donc pour vous, il faut plutôt prioriser le capital humain. Le capital humain.
Voilà. Heureusement que vous me les répondez parce que la nuit, j'ai pas dormi, j'ai cherché les réponses dans l'ouvrage. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est justement la réalité. Ok, donc allez, on va parler politique un peu plus rapidement pour que je vous libère. Vous êtes ici en Europe en exil. Vous vous êtes battu contre la justice de votre pays. Matata, pendant 4 ans, vous avez été combatif. Pourquoi finalement vous avez fui après votre condamnation? J'aurais voulu que le courageux qui est allé devant la Cour constitutionnelle accepte aussi, par exemple, d'aller en prison. Mandela a fait 27 ans en prison. Ouais. Vous avez été courageux, mais pas jusqu'au bout, monsieur Matata. J'étais courageux jusqu'au bout, Perrault, je dois vous dire, la main sur le cœur, que j'avais voulu faire la prison. Parce que je voulais aller jusqu'au bout, comme vous l'avez dit. Mais pour preuve, je suis resté 4 ans en République démocratique du Congo, contre la volonté de presque tout le monde. Tout le monde m'a demandé de fuir. Tout le monde m'a demandé de m'exiler. Et je peux vous dire que des nationalités d'autres pays m'ont même été offertes. Mais j'ai refusé. Pourquoi, Perrault? Je pense que nous avons un devoir d'héritage à la jeunesse congolaise, qui doit aussi savoir qu'il y a des Congolais de père et de mère qui n'ont pas étudié à l'étranger, qui ont un vrai amour pour leur pays et qui peuvent exercer des fonctions comme ministre des Finances sans détournement d'$1, sans qu'on l'appelle monsieur 30% ou monsieur tel, comme vous avez entendu parler. Je fais 26 mois comme ministre des Finances, je n'ai volé aucun $. Et je ne pouvais pas accepter que ma dignité et mon honneur soient traînés dans la boue avec un procès où je serais absent. Je suis arrivé et j'ai participé à ce procès. Vous avez fui finalement. C'était ça la question. Oui, vous avez fui. Mais je vais vous dire. Finalement, vous avez fui le verdict. C'est important que vous compreniez. Alors que le Vélé se trouve dans la queue. Mais oui, justement. Mais il était important que je vous le dise. Ok. Les jours qu'on m'a condamné, mais j'ai passé la nuit à la maison. Et beaucoup de gens m'ont appelé de dire on viendra vous prendre à 18h, on viendra vous prendre à 19h, on viendra vous prendre à minuit. J'ai dit j'accepte de faire la prison. C'était une décision familiale, ce n'était pas même une décision personnelle. La famille s'est réunie pour dire écoutez, vous n'avez pas volé, mais comme le président Tshisekedi et son gouvernement veulent absolument vous arrêter parce que vous avez refusé de travailler avec eux, acceptez. J'ai dormi chez moi à la maison pour qu'on vienne me prendre. Ils n'ont pas voulu venir me prendre. Mais le plus important, c'est peut-être là où on dit in cauda venenum, le venin de la quai. Lorsqu'on m'amène le preuve que l'objectif du gouvernement, c'est de me tuer en prison. On m'amène de preuves pour dire, Monsieur Matata, nous admirons votre courage, vous voulez aller en prison, et voilà les éléments que nous allons, vous n'allez pas en sortir vivant. C'est comme cela que nous prendrons la décision, encore en famille, pour dire, c'est très beau d'aller en prison, mais si c'est pour mourir, comme beaucoup de gens qui sont tués par le gouvernement, et c'est comme ça que la décision a été prise de quitter le pays. Vous êtes parti comment? Je pense que ce n'est pas... Vous avez nagé, vous avez corrompu la DGM. Jusqu'aujourd'hui, la question se pose toujours. Le plus important, c'est de savoir que j'ai quitté ce pays et je me suis retrouvé dans des pays étrangers où on m'a d'ailleurs encouragé d'avoir pris cette décision. On m'a félicité parce que quand on regarde le nombre de personnes qui meurent en prison, on peut s'imaginer que ce n'est toujours pas. Il y en a même qui sortent, mais ils ne sont plus utiles mentalement pour leur pays. J'ai suivi une de vos dernières interviews. Vous dites que vous avez été traqué par des questions tribalo-ethniques. Vous avez même fustigé une tribu. On parle des Balouba. Avez-vous un problème personnel avec les Balouba? Vous pensez que toute une tribu va se mobiliser pour vous, Matata Ponyo? J'ai pas de problème des tribus. Vous savez, si je peux vous dire que mon assistante personnelle de plus de 20 ans, elle est du Kassai. Depuis plus de 20 ans, elle est du Kassai. Et pendant que j'ai subi cette traque tribalo-ethnique pendant 4 ans, tout le monde m'a dit, comment vous pouvez garder une assistante qui est de la même tribu, des gens qui vous traquent? J'ai dit, je n'ai pas de tribu personnellement. Ma tribu, c'est la compétence. Ma tribu, c'est l'efficacité. Mais, Perrault, vous allez souffrir si je vous dis la vérité sur ça. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est qu'une partie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'inspecteur général des finances qui a mené l'enquête était du Kassai? Gilles Alinguet. Non.
Gilles Alinguetti, c'est... C'était, mais l'inspecteur à qui on a confié les dossiers, il est du Kasaï. Le procureur général qui a initié les dossiers, il est du Kasaï. Le premier président de la Cour constitutionnelle, il est du Kasaï. Le deuxième président de la Cour constitutionnelle, il est du Kasaï. Le président de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, il est du Kasaï. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer? Okay? Et je vais même vous dire, vous faire encore rire. Au sein du Sénat, lorsqu'on choisit, il y a 120 sénateurs ou 119 sénateurs. Lorsqu'on choisit le président de la commission pour examiner... Pour la d'éligibilité, l'autorisation... Il était aussi du Kasaï. Ce n'est pas possible. Dans un pays où il y a 450 tribus, il n'y a que des Kasaï. En fait, il voulait s'assurer que M. Matata sera condamné. Et pour ça, il faut prendre quelqu'un du Kasaï. Mais ce n'est pas possible. Mettez quand même de l'élégance. Mettez quand même de l'élégance. Même si vous cherchez quelqu'un. Et vous pouvez vous imaginer, Perrault, lorsqu'un président de la République dit « Je sais qu'il n'a pas volé, mais s'il veut n'est pas aller en prison, il doit travailler avec nous. » Un président de la République qui est le garant de la peut dire que ça. Je sais qu'il n'a pas volé, mais il doit travailler avec moi, sinon je le condamne. Mais ça, ce n'est plus un pays. Et les gens m'ont dit, M. Matata, nous admirons votre courage d'aller en prison, mais... Faites attention, vous allez mourir. Vous allez mourir en prison. Allez, on va parler de 3 petites questions politiques pour peut-être clôturer cette émission. La première, c'est la question du dialogue. Vous savez que le président Tshisekedi était en Angola. Vous l'avez vu aussi au Togo. Mais pas plus tard qu'avant-hier, il a dit oui, il y a la question du dialogue. Mais le dialogue doit se tenir sous quelques conditions. Il en a posé probablement, évidemment, 4. 1, ça doit se passer à Kinshasa. 2, sous la coupole du gouvernement de la République. 3, pas question de remettre en question les institutions de la République. 4, pas question de dialoguer avec les gens qui ont les sangs entre leurs mains. Vous pensez que vous pouvez aller à un dialogue comme ça? Pero, en a-t-il par exemple, M. Tshisekedi? Quand vous me posez cette question, moi je pose la question au président Tshisekedi. En tenant un tel discours, est-ce qu'il s'est rappelé qu'Aristote a existé avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'est posé la question si Socrate et Platon ont existé avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il se pose la question si les Grecs qui ont créé la politique réfléchissaient comme lui? Parce que nous ne devons pas croire que le monde est né avec nous. On est dirigeant pas pour soi-même. On est dirigeant pour le peuple. Est-ce que le peuple veut le dialogue? Oui. Est-ce que le peuple est d'accord avec cette démarche? Vous savez, ce n'est même pas un dialogue ce qu'il veut faire, c'est un monologue. Mais il a fait un monologue ici avec son conseil spécial. Ça produit quoi? Ça n'a rien produit parce que le dialogue aujourd'hui, c'est un problème de crise de confiance, c'est un problème de crise de légitimité. Les institutions actuelles, tout le monde le sait, ne sont pas légitimes. Les responsables politiques aujourd'hui ne sont pas légitimes. Ils se réfèrent à la Constitution. Mais cette Constitution qui est systématiquement violée, la Constitution du pays, qui est la loi suprême, cette Constitution-là recommande que lorsque quelqu'un est condamné par la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour sont non négociables. Mais ce n'est pas ça que nous voyons. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument mettre fin. Il faut mettre fin à ces monologues. Allez, on va peut-être s'arrêter. La toute dernière question, peut-être pour terminer, M. Matata. Je ne vous ai jamais entendu condamner le Rwanda, l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. M. Tshisekedi pose également ça comme une des conditions sur la table. Quelle est votre analyse sur ce qui se passe notamment avec les Nanga, soutenus selon les rapports des Nations Unies par le Rwanda? Vous les soutenez, vous comprenez les combats qu'ils sont en train de mener? Mais j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Je crois que si vous vous référez à mes interviews au TV5, vous allez trouver mon point de vue sur cette question. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la RDC réalise ses missions régaliennes, qui sont celles de protéger son peuple, son pays et tous les biens qui se trouvent dans le pays. Je remarque que la RDC, les autorités congolaises ne sont pas capables. Elles sont incapables de protéger le pays. L'armée, c'est une question régalienne. La souveraineté nationale, elle se protège, elle ne s'intégrette pas.
Au lieu de chanter, il faut pouvoir être responsable. Voilà. Merci. Allez, on va terminer par là. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette courte interview. Peut-être qu'on va revenir pour d'autres éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous sur cette chaîne pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.